dans l'actualité des idées, aujourd'hui, coronavirus de l'enfance confinée à la jeunesse sacrifiée. On en parle avec notre invité, le philosophe Michael Fossel, maître de conférence à l'Université de Bourgogne et professeur à l'École Polytechnique, auteur de L'enfance confinée, publié dans le 2e numéro des Cahiers du Seuil, intitulé cette fois Comment faire après par ici la sortie, des cahiers qui mobilisent leurs auteurs pour réfléchir chacun à la lumière de leur discipline aux enjeux actuels. Bonjour Michael Fossel. Bonjour. Merci d'être avec nous. À vos côtés, notre partenaire de l'Obs, Sylvain Courage. Bonjour. Bonjour. Cette émission, on l'a conçue ensemble avec vous, nos confrères du magazine, de l'hebdomadaire l'Obs, dans le cadre de votre dossier Génération Covid, paru donc dans le dernier numéro, en kiosque actuellement. Génération Covid, Sylvain Courage, est-ce que vous pensez qu'elle voudra, cette génération des 18-25 ans, aujourd'hui, cette nouvelle dénomination? Est-ce qu'elle acceptera ad vitam aeternam de porter cette étiquette qui vaut quand même un peu stigmate aussi pour elle? Non, vous avez formulé la réponse. Dès aujourd'hui, je crois que les jeunes qu'on a rencontrés, ils rejettent absolument cette étiquette. Alors elle est pratique, elle est journalistique, mais c'est pas du tout une revendication de leur part. Et on leur souhaite de ne pas rester associés à cette période, parce que c'est une période qui est difficile pour la population en général, mais pour la jeunesse en particulier. C'est ce qu'on essaye de montrer dans ce dossier, parce que notamment la sanction économique au moment de l'insertion des jeunes sur le marché du travail est particulièrement sévère. Ça touche vraiment de plein fouet les jeunes diplômés, ça dévalue les diplômes, ça rend difficile la scolarité. Et puis il y a le mode de vie tout simplement qu'impose la pandémie, qui est vraiment difficile pour tout le monde, mais particulièrement difficile pour les jeunes qui sont en demande de sociabilité, qui veulent voyager, qui veulent se retrouver. Et on a vu cet été effectivement que la prise de liberté d'un certain nombre de jeunes gens a beaucoup choqué et a créé une sorte de conflit des générations. C'est ça aussi qu'on raconte dans ce dossier. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt au conflit des générations, Michael Fossel? Ça, l'avenir nous le dira. Est-ce que ce conflit est entretenu? En tout cas, c'est sûr que les générations ont été dressées un peu les unes contre les autres dans les discours publics. Et cette jeunesse, notamment l'enfance, vous avez travaillé pour ce dossier, nos représentations sur cette question, a été particulièrement stigmatisée. Au début du confinement, tout particulièrement. La jeunesse comme une maladie, vous dites que c'est pas nouveau. En tout cas, l'enfance comme maladie, ce n'est pas nouveau. Alors évidemment, comme toujours, dans cette crise, il y a eu beaucoup d'évolutions quant au discours sanitaire, en particulier sur la contagiosité des enfants. Et lorsque j'ai commencé à réfléchir sur à cet article, nous étions encore dans l'idée, qui avait été d'ailleurs avancée, y compris par le président de la République, selon laquelle les enfants étaient particulièrement contagieux et donc devaient d'une certaine manière être, alors évidemment pour leur bien propre, mais aussi pour le bien de leurs parents ou de leurs grands-parents, devaient être particulièrement confinés. C'est aussi l'époque du confinement en Espagne, ce moment, et j'en ai eu des témoignages directs où les enfants espagnols n'avaient même pas le droit de sortir de leur appartement pendant 2 mois, ce qui est, quand on y réfléchit un peu, et je dirais sans être ni pédiatre, ni médecin, ni psychologue, ce qui est tout de même une mesure, disons, pour le moins radicale. Alors évidemment, sur l'enfance, il y a eu des discours de protection, mais des discours de protection qui renvoyaient toujours à cette idée non seulement d'une fragilité de l'enfance, mais d'une certaine manière d'un caractère pathogène de celle-ci. Et effectivement, il n'y a pas loin à chercher dans l'histoire de la philosophie, de la pensée, des représentations, pour découvrir que c'est une vieille histoire, cette affaire, disons, de l'enfant malade, non seulement de l'enfant turbulent, de l'enfant dangereux, mais de l'enfant contagieux. On la retrouve depuis au moins Aristote, avec cette phrase que je cite à un moment, qui est sans nuance, « Tous les enfants sont des nains », avec cette idée que, ce qui n'est pas gentil non plus pour les nains d'ailleurs, avec cette idée qu'au fond, le corps d'un enfant, c'est un corps qui est défini par son caractère inadéquat, sa tête est plus grande que le reste de son corps, en tout cas en proportion, il a du mal à bouger, il a du mal à se mouvoir. Autrement dit, il y a un handicap fondamental de l'enfance qui explique pourquoi il touche à tout, il est sans arrêt dans une espèce de mouvement sans prudence. Évidemment, dans une période de maladie ou de pandémie, et en particulier, je le répète, contagieuse, l'enfant, qui n'a pas, je dirais, la distanciation physique ou le geste barrière inhérent à son propre mouvement, l'enfant apparaît comme potentiellement
un être dangereux. Alors, il me paraît important de faire la généalogie de cette représentation, de ce préjugé, au fond, sur l'enfance malade ou l'enfance contagieuse, à un moment où, effectivement, on applique aux enfants des règles sanitaires, des normes, ou pendant le confinement même des interdits, qu'ils ont je crois, eu beaucoup de mal à comprendre et à intérioriser. Voilà, cette pathologie de l'enfance, avec cette idée qu'on en guérit finalement qu'en devenant adulte. Oui, alors, cette pathologie-là. L'enfance, effectivement, elle a ceci de particulier que c'est une altérité par rapport à l'état adulte, mais une altérité que nous avons tous surmontée en quelque sorte, et certains sont d'ailleurs très fiers de ne plus être des enfants. Alors ça, c'est aussi un aspect de cette représentation négative qu'on a retrouvée en particulier dans les discours, qu'on retrouve encore dans les discours qui accusaient les autorités de nous infantiliser. Voilà, cette action, ce paternalisme de l'État, cette action en bon père de famille, on a entendu des voix s'élever, et notamment celle de Bernard-Henri Lévy ou celle d'André Comte-Sponville qui disait « mais laissez-nous faire ce qu'on veut, on est assez grand, vous n'avez pas à me dire ce que j'ai à faire ». Nous sommes des adultes, effectivement. Alors, la critique de l'infantilisation, c'est la critique en fait libérale, hein. D'ailleurs les auteurs que vous venez de citer vont dans ce sens-là, consistant à dire après tout, l'individu est le seul à même, ou est le mieux à même de savoir ce qui est bon pour lui et pour sa santé. Elle a sa vertu, hein, cette critique, et de fait, en particulier pendant le confinement, le confinement à la française, hein, c'est-à-dire assez radical, il est clair que nous avons tous été dépossédés, la plupart d'entre nous, dépossédés de notre liberté de jugement sur ce qui est normalement quand même à l'initiative de chacun. Déjà, ai-je le droit de sortir ou pas Donc il y a quelque chose, disons, qui est vrai, qui est que nous avons été maintenus dans une situation de minorité au sens juridique du terme. Maintenant, les reproches d'infantilisation, le problème est de savoir à quelle idée de l'enfance il renvoie. C'est-à-dire, nous sommes traités comme des enfants. Cela évidemment cette affirmation suppose qu'un enfant ne sait jamais quoi faire, ou tout ce qu'il fait est toujours dans des situations de crise est mal ou dangereux. Or, il me semble que l'on peut, en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce numéro des cahiers éphémères du Seuil, j'ai essayé de revaloriser l'enfance, réhabiliter l'enfance, non pas par, je dirais, amour spécial pour les enfants, mais je dirais parce que l'enfance, pour nous, ce n'est pas seulement pour nous, y compris les adultes, hein, ce n'est pas seulement un âge de la vie, c'est une possibilité qui demeure d'agir parfois comme des enfants, et cela veut dire aussi jouer, ça ne veut pas simplement dire mettre en danger les autres, et en particulier je pense aux masques, on peut jouer aussi avec les masques, on peut essayer de les détourner de leur fonction sanitaire, on peut essayer d'en faire aussi des instruments puisqu'ils nous sont imposés maintenant même en plein air, on peut essayer en même temps que de les porter de ne pas les investir de sacralité ou de ne pas les investir d'une fonction purement sanitaire. Après tout, un masque, ça les enfants l'ont bien compris, un masque traditionnellement c'est fait plutôt pour jouer, je dirais, jouer de son identité, jouer de son visage, l'améliorer si je puis dire, et ce n'est pas simplement quelque chose qui est censé nous sauver la vie. La question de la peur et peut-être de son revers, de l'insouciance qui a été condamnée avant le confinement. Les enfants étaient considérés comme ceux qui propageaient le plus rapidement le virus. Après le déconfinement, ou dans la phase du déconfinement, c'est les jeunes qui ont été désignés, et vous le rappelez, Sylvain Courage, dans votre dossier de l'Obs, sur cette génération Covid, agents pathogènes numéro 1. On leur a reproché des comportements à risque, on leur a reproché l'abandon des gestes barrières. Est-ce que pour cette génération, la fête est finie? On y revient ensemble. Une marée de jeunes fêtards s'agglutine devant la scène, sans aucun geste barrière. Ils sont près de 2000 à avoir répondu à l'appel de la musique techno, un appel plus fort que le Covid pour ces jeunes. J'ai une amie qui a eu le Covid et moi j'ai fait les tests. J'ai pas eu le Covid. Donc je sais pas en fait. Il y a justement un risque de contaminer des personnes vulnérables. C'est pas quelque chose que vous avez à l'esprit quand vous allez à ces soirées-là? Je pense pas. Franchement non. Si ça se passe bien, tant mieux. Ça se passe mal, tant pis. Mais moi, en l'occurrence, pour ma personne, en tout cas, j'ai pas de souci à ce niveau-là. Il n'y a pas une crainte de deuxième vague ou de participer à l'arrivée d'une deuxième vague? Honnêtement, je pense pas. Je pense pas parce que si ça devait se faire, ça serait fait depuis longtemps. Encore une fois, ces soirées-là, elles ont recommencé il y a encore un mois à peu près. C'est 2 semaines à 3 semaines pour le virus, pour qu'il soit détecté, etc. Il n'y a rien. Dès 16h, ce parking d'une zone industrielle d'Île-de-France est pris d'assaut. Aucune mesure de distanciation imposée, un semblant de contrôle à l'entrée, un seul point de gel désinfectant, rien pour lutter contre le Covid. Sylvain Courage.
cette jeunesse qui est aujourd'hui soumise à la règle et à la contrainte dans tous les pans de sa vie, de l'amour, des manifestations, des voyages et la fête. La fête est terminée. En tout cas, elle a été difficile. La jeunesse, pas seulement en France d'ailleurs, a considéré qu'avec le déconfinement, on pouvait revenir à la fête, en tout cas essayer de renouer avec la fête. Et c'est là que effectivement les médias et la société sans doute tout entière a ouvert de grands yeux réprobateurs. Et si l'enfance est considérée comme dangereuse, comme l'a bien montré Michael Fossel, pour la jeunesse, le même préjugé s'est exprimé, puisque on sait depuis l'origine de la pandémie que la part la plus jeune de la population est moins exposée à des formes graves du Covid. Et donc, le fait qu'ils aient pris moins de précautions, qu'ils se soient réunis, qu'ils aient un peu oublié les gestes barrières, c'est apparu comme une sorte de comportement égoïste de la part des jeunes qui, n'encourant pas les mêmes risques que leurs aînés, finalement, s'affranchissaient des règles de précaution collectives. Et donc, c'est quand même un procès assez virulent qui a été là tenu. Et les réactions des jeunes, là, on l'entend dans le son que vous venez de diffuser, c'était plutôt de minorer, de beauté en touche. Mais je pense qu'il y a quand même eu un vrai choc entre cette génération qui voulait vivre sa jeunesse et les médias, peut-être les autorités aussi, qui ont voulu lui faire la morale en quelque sorte. Là encore, Michael Fossel, est-ce qu'on peut dire que confiner sa jeunesse, ce n'est peut-être pas un phénomène si nouveau, que ça n'a pas commencé au printemps 2020 Est-ce que vous avez le sentiment que la jeunesse est souvent quand même une génération assez, on va dire les 18-25 ans, ostracisée dans nos sociétés aujourd'hui encore, dans la part de liberté et de conscience qu'on leur accorde ? C'est toujours un peu paradoxal parce que il en va de la jeunesse, je veux dire, comme du soin. On parle beaucoup du soin aujourd'hui et on se rend compte que, y compris d'ailleurs pour en faire une philosophie, on se rend compte qu'au moment, en tout cas au début de la pandémie, on ne peut pas dire que le discours ait été particulièrement fondé sur le soin, puisqu'on disait aux gens finalement attendez de ne plus pouvoir respirer pour appeler le médecin. De la même manière, on parle beaucoup du jeunisme. On dit que nos sociétés seraient aujourd'hui fondées sur une certaine image de la jeunesse et de ses vertus, de sa productivité, de sa créativité, de son inventivité. Et puis finalement, quand on regarde comment, de fait, la jeunesse est, je dirais, considérée souvent comme une variable d'ajustement dans ce genre de crise, parce qu'il n'y a pas que la fête. On a fermé les universités, on ne les a pas rouvertes jusqu'à tout récemment pendant toute la crise. On se rend compte qu'au nom d'une certaine idée de la jeunesse, on peut finalement passer sous silence ces expériences. J'ai été particulièrement frappé tout récemment par une déclaration du professeur Delfraissy, président du conseil scientifique, qui déclarait, mais pour le déplorer, que les 20-40 ans avaient, je cite, décidé de continuer à vivre. Bon. Alors évidemment, dans la vie des 20-40 ans, je peux en parler puisque je ne suis plus concerné, dans la vie des 20 à 40 ans, il n'y a tout de même pas, et d'ailleurs peut-être tout de même aussi de ceux qui sont un peu plus âgés, il n'y a pas que la survie. Et je vois mal comment une situation pourrait, ou la survie au sens, je dirais, sanitaire du terme, ou biologique, je vois mal comment une société pourrait porter un discours non seulement moraliste, Sylvain Courage l'a bien dit, mais au bout d'un certain moment peut-être même répressif, sur le fait, ou sur l'idée, l'impératif, d'ajuster chacun de nos gestes à l'idée de ne pas tomber malade. On peut évidemment penser, c'est évident d'ailleurs, que ce type de fête qu'on a entendu, dont on a entendu les échos, n'est pas favorable, je dirais, à la non-propagation du virus. Mais on peut néanmoins imaginer qu'une jeunesse qui n'est pas fondamentalement concernée par la gravité de la maladie, j'entends, peut négocier avec ses aînés, avec ses parents, ses grands-parents, des modalités d'action ou des modalités d'interaction plutôt, qui lui permettent tout de même de continuer à vivre. Il y a tout de même dans cette idée, puisque c'est probablement ce vers quoi on va, de refermer peut-être les bars, enfin j'espère que non, enfin en tout cas peut-être on va aller vers ce genre de mesures, l'idée qu'au fond on ne peut accorder aucune confiance à la population, et ici non seulement aux jeunes, mais aussi aux parents ou aux grands-parents qui, après tout, peuvent admettre que leurs enfants ou leurs petits-enfants continuent à vivre, pour le coup, et adopter avec eux des gestes plus protecteurs, en réalité.
À quoi aspire-t-elle cette jeunesse que vous avez rencontrée pour ce dossier, Sylvain Courage? Est-ce qu'elle se vit elle-même comme sacrifiée par les temps qui courent et à quoi aspire-t-elle? Alors, elle se vit pas vraiment comme sacrifiée, parce que c'est quand même une position de victime qui est pas très engageante. Alors, c'est d'abord une jeunesse très hétérogène, hein, c'est ce que disent aussi tous les sociologues, c'est-à-dire que, bon, on parlait de la jeunesse de manière globale, c'est quand même compliqué, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y avait dans cette jeunesse la prise en compte des problèmes environnementaux, par exemple, qui est devenue vraiment très, très importante, et elle était à l'œuvre, je veux dire, jusqu'à... Ou déjà, on leur demandait de se responsabiliser pour leurs aînés, finalement, Oui, de mener des combats que les autres alors n'avaient peut-être pas. qu'on leur demandait de se responsabiliser Oui. comme leurs aînés, mais ils allaient voir leurs aînés en leur disant « Quel monde nous laissez-vous ?» Et donc il y avait quand même déjà un conflit entre, disons, les baby-boomers qui avaient profité des 30 glorieuses, de la croissance, qui avaient eu beaucoup de chance dans leur jeunesse et tout au long de leur vie, avec l'emploi, etc. Et des jeunes qui disaient « Mais... le monde que vous nous laissez, ça ne va pas. » Et donc là, les symboles étaient très visibles. Et cette pandémie, finalement, a un peu fait passer au deuxième plan cette préoccupation. Je veux dire, Greta Thunberg est retournée à l'école. C'est l'application de la loi suédoise, mais j'y vois quand même un symbole. C'est-à-dire qu'on avait comme des vingtenaires vraiment qui commençaient à prendre la parole sur des sujets, alors peut-être où on leur demandait d'exercer leurs responsabilités, mais où du moins ils avaient la parole, et on leur a dit commence par mettre un masque. Et donc c'est vrai qu'il y a, dans la phase récente, il y a eu un retournement dans les rapports entre les générations, et je pense que les aspirations de cette génération-là à prendre en compte l'environnement, à changer le monde, n'ont pas disparu, mais elles sont retardées par la pandémie. C'est aussi une part de la souffrance, peut-être que certains jeunes ressentent. C'est que ils avaient la parole et là, ils ne l'ont plus. La question des débouchés aussi, la question de l'emploi qui se Alors la pose question de l'emploi est plus générale ouais. et elle touche tous les jeunes. Le gouvernement français en tout cas semble avoir pris la mesure des difficultés. Il y a énormément de moyens qui sont déployés, mais on sait bien que ça ne dépend pas que de l'intervention de l'État, et que aujourd'hui, pour obtenir un stage, on a rencontré des jeunes qui passaient 5 entretiens. Alors c'est vrai que du coup ils ont l'impression d'être dans une file d'attente sans espoir. Et ça provoque des dégâts. Les psychologues ou les psychiatres savent très bien qu'il y avait déjà une angoisse forte, on vient de l'évoquer, l'éco-anxiété, ce qu'on appelle l'éco-anxiété, c'est-à-dire la peur de voir le monde se défaire, s'ajoute la pandémie et maintenant un peu un no future sur le plan professionnel. Donc c'est très lourd pour certains jeunes et il y a beaucoup de souffrance psychique. Voilà, paupérisation de la jeunesse, un jeune sur 6 qui a perdu son emploi au début du confinement, des jeunes diplômés qui ne trouvent pas de travail ou ne savent pas où chercher. Ça, c'est aussi une jeunesse qui subit les effets de cette épidémie ou du confinement presque directement, là où en termes sanitaires, elle n'est pas la première victime de l'épidémie. Il y a une sorte de rebond qui peut se jouer. Ça démontre aussi d'une certaine manière, s'il fallait encore le démontrer, que la logique de l'épidémie n'est pas une logique de guerre. Parce que dans une guerre, c'est précisément la jeunesse qui va au front, si je puis dire, et qui devient le lieu générationnel, du moins, de défense de la société et d'héroïsme. Alors que là, on invite, et même on enjoint à une jeunesse qui n'est pas, je le répète, massivement concernée par la létalité, du moins du virus, d'en être en quelque sorte, de faire comme si ils étaient malades. Alors, ça pose énormément de problèmes psychologiques. Je ne dis pas d'ailleurs que politiquement, on peut régler cela facilement, mais il est très difficile, sur une période qui commence tout de même maintenant à devenir un peu longue, de demander à des individus, pas seulement d'ailleurs, parce le Covid fait qu'on est jeune assez longtemps tout de même. C'est jusqu'à 60 ans, je dirais, ou c'est après 60 ans que la maladie devient véritablement sérieuse, avec toujours des exceptions. Mais on ne peut pas demander indéfiniment
indéfiniment à des individus de faire, même par solidarité générationnelle, comme si ils risquaient leur vie en buvant un verre sur une terrasse, ou alors en faisant une fête chez soi. Donc il faut trouver des modalités qui sont certainement toujours problématiques, difficiles, qu'il faut adapter au temps où l'on est. Mais ce qu'on peut déjà dire, au temps de la pandémie, de l'évolution de la pandémie, mais ce que l'on peut déjà dire, ou étudier plutôt, ce sont les effets de ce type de discours anxiogène, alors sur les jeunes et certainement aussi sur les enfants. Dans ces numéros de confinement du Seuil, Bernard Lahire a eu l'idée d'interpréter les rêves, d'interpréter, en tout cas déjà de collecter les récits de rêves d'enfants pendant le confinement ou en lien avec le virus. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que on voit très bien que les enfants, pour le coup, peut-être les jeunes, alors là évidemment il faudrait voir jusqu'à quel âge, mais les enfants ont beaucoup de mal à s'en tirer avec l'idée, je dirais, d'un ennemi invisible. C'est-à-dire qu'un enfant, ça a peur comme un adulte, mais ça n'a pas peur comme un adulte. Par conséquent, on a vu des enfants rêver du virus sous la figure d'un monstre, sous la figure d'une bête terrifiante. Alors, justement, Michael Fossel, vous connaissez l'émission Les Pieds sur Terre de Sonia Kronlund, oui, à 13h30 sur France Culture. Écoutez, cette définition du coronavirus d'un enfant à qui Les Pieds sur Terre est allé tendre son micro. Coronavirus, ça me fait un petit peu penser à la bière, mais je sais que c'est pas ça et je sais que Corona, c'est plutôt le nom du virus et après virus, c'est un virus, une maladie. J'ai pas du tout envie de l'attraper, c'est très dangereux. C'est pas très, ça a pas de forme, on peut pas le voir, il est invisible, il est partout. Beaucoup sur les gens, sur beaucoup d'objets, beaucoup de matières, plastique, carton, fer, il est un peu partout dans le monde, dans tous les pays. Je l'imagine comme un petit microbe méchant, comme il fait tuer les gens. Ouais, voilà, méchant, terrible, pas gentil, qui va partout, qui ricane, comme des sorcières, il est méchant, quoi. Son corps est bleu et ses bras sont jaunes et ses jambes sont jaunes et sinon il a un nez jaune et sinon c'est tout bleu. Son corps, ouais. Je l'imagine un peu comme ça. Voilà, et cette demoiselle n'avait pas encore lu la contribution de Bernard Lahire, ni la vôtre, Michael Fossel, L'enfance confinée, publiée dans le 2e numéro des Cahiers du Seuil, où vous réfléchissez directement à cette enfance confinée. Là, on retrouve ce que vous racontez, c'est les ingrédients de cette peur très particulière chez les enfants, presque forcés à se configurer, à donner un visage humain ou monstrueux à ce virus. L'enfance, c'est un moment de la vie. Et encore une fois, il arrive qu'il se prolonge. On personnifie à la fois le positif, le bienveillant, et puis le malveillant. Donc on l'a entendu dans ce discours de cette petite fille qui finalement avait des éléments, je dirais, de rationalité qui étaient comparables parfois à ceux qu'on pouvait entendre dans la bouche des sachants. Mais les enfants ont été confrontés. C'est pourquoi est-ce qu'au fond, enfin là je fais une interprétation, je ne dis pas que je parle sous l'autorité des éventuels psychanalystes. Pourquoi est-ce que les enfants ont tendance comme cela dans ce genre de situation à personnifier sous la forme de sorcières avec des pouvoirs particuliers le virus? Parce que les enfants ont été mis dans la situation où leurs parents, c'est peut-être cela aussi qui a fait peser sur eux des interdits ou des contraintes où leurs parents étaient d'une certaine manière dépossédés de toute initiative. Le rêve de Judith évoqué ou interprété par Bernard Lahire, Judith est une enfant qui était angoissée pendant le confinement, avait des rêves justement de monstres, parce que ces monstres attaquaient ses parents, parce que qu'est-ce qu'on avons dû, d'une certaine manière, collectivement reconnaître, tout particulièrement pendant le confinement, mais aujourd'hui encore un peu, une certaine forme d'impuissance. Qu'est-ce que c'est que les parents, sinon ceux qui peuvent incarner les adultes, sont ceux qui sont censés incarner aux yeux des enfants une manière, disons, de nommer l'avenir, de pouvoir précisément inscrire la série des générations dans un sens, dans une finalité. Et là, il y avait un temps de suspens, un temps où, au fond, par exemple, prenons les choses de manière très élémentaire, ce sont les parents qui, pour le coup, aux enfants ou aux adolescents, donnent les horaires, en principe, jusqu'à quelle heure tu as le droit de sortir, est-ce que tu as le droit de sortir ou pas. Or là, ce droit-là, il n'était pas donné par les parents, il était donné par une instance qui parfois
fois d'ailleurs été aussi figurée de manière négative par les enfants, une instance qui sont les autorités sanitaires. Donc il y a eu ce moment extrêmement trouble, parfois douloureux, où les enfants n'ont plus pu compter sur leurs parents pour rassurer toujours par rapport à une maladie qui leur était présentée comme extrêmement grave, alors qu'elle ne l'était pas tellement pour eux du reste. Et donc du coup, il faut toujours être attentif, je crois, à ce moment où les adultes dépossédés de leur pouvoir traditionnel ou de leur autorité, je dirais, traditionnelle par l'épidémie, ont tendance au fond à calfeutrer les enfants pour ne pas les mettre en danger, mais ce faisant, on a des effets secondaires, si je puis dire, de ce confinement, parce que la génération Covid, comme vous l'avez intitulé dans l'Obs, où les enfants du Covid sont des enfants qui vont être socialisés de facto dans un univers fondé essentiellement sur la peur ou sur la terreur, même parfois. Et puis c'est compliqué d'imaginer déjà maintenant, en fait, tout ce que ce confinement et cette épidémie, qui est loin d'être terminée, laissera comme trace dans la vie de ces enfants, de cette jeune génération aussi, dans leur capacité à se tourner vers l'autre, dans leur capacité à prendre place dans une vie sociale qui s'annonce quand même de plus en plus compliquée par ces marqueurs de distanciation sociale qui aujourd'hui s'imposent. Comment le confinement et le Covid a modifié le rapport des jeunes entre eux, dans les relations amoureuses, dans tout ça, c'est ce qui va peut-être apparaître au fur et à mesure. Ce qui est aussi devenu flagrant ou apparent à la fin du confinement, c'est le besoin de cette jeunesse de reprendre la parole, de reprendre et redonner de la voix. On va écouter un exemple à la fin du confinement sur une polémique sur ces matchs de foot entre les cités qui s'étaient mises en place. Qu'est-ce que vous pensez de la manière dont on parle de ces jeunes ? Mais je pense que c'est pas bienvenu, dans le sens que, d'abord, c'est stigmatiser la jeunesse. T'as un problème ? Ouais. C'est quoi le problème ? Attendez. Mais vous êtes là pourquoi ? Vous êtes là pourquoi ? Rien du tout. On interviewe les gens au sport pour raconter ce qui Et s'est alors, passé. on s'en bat les couilles ce qui s'est passé. Il y a eu juste un match de foot entre deux cités, c'est Et tout. alors, mais C'est tout. C'est tout, il n'y a rien eu de... Vous étiez dimanche ? Bon. Ouais, moi j'étais dimanche. Moi j'étais dimanche. Et c'est quoi ? C'est que ça fait plaisir parce que pour une fois il y a des jeunes, on est là, on se retrouve. Vous êtes le maire, non ? Ou vous êtes Moi, là ? je suis l'adjoint au sport. Voilà, l'adjoint au maire. Vous faites quoi debout pour le quartier ? Vous avez fermé tous les trucs qu'il y a ici, wesh. J'aimerais que. Mais oui, il faut que les stades rouvrent, faut que tout il rouvre. On est là en train de se planer dans un quartier. Il n'y a personne qui fait rien pour nous ici. Est-ce que vous comprenez que les stades soient fermés ? On est en zone rouge, en pleine période de virus. Est-ce que C'est pas ça, le compréhensible virus que maintenant, ce soit regardez, fermé ? voilà. Maintenant le virus, ça s'est passé. Nous on fait attention, nous, entre nous. Vous inquiétez pas, on serre pas la main, on se fait pas les bises. Regarde, tu peux pas dire que vous étiez séparés, vous étiez pas en distance. Bref, on sort, mais vous Et étiez là pour personne faire n'avait quelque le chose. masque. Vous étiez là pour faire quelque chose. Tu me Non. dis, on était Non, séparés. Non, C'est ça qui arrêtez pose un problème. peu, arrêtez un peu. Je vais te Voilà, montrer toi, une pendant que t'es photo. dans ton bureau, moi, ma mère, elle travaille à l'hôpital, elle est tombée malade. Mais justement, du coup, Alors, vous arrêtez de comprenez la parler. fermeture des stades, vous comprenez toutes ces On mesures comprend, sanitaires. mais il faut pas abuser non plus. Mickaël Fossel, on est du côté de Strasbourg. Dans cet exemple, le 27 mai, extrait d'un reportage pour Quotidien, l'émission. Vous entendez ce besoin de cette jeunesse de réaffirmer une parole, la sienne ? Bah oui, et puis c'est une parole, et puis c'est d'abord, je dirais, des corps, et en l'occurrence pour le sport, une manière de vouloir, ou pas de vouloir d'ailleurs, de devoir aussi avoir des dépenses corporelles qui ne soient pas simplement fondées sur ce régime de l'attention permanente auquel nous sommes enjoints en ce moment, parce que si on commence à appliquer, je dirais rien que pour ce qui est, ne serait-ce que pour les masques, toutes les règles sanitaires, de ne pas l'enlever toutes les 4 heures, ne pas poser la main, ne pas le prêter, c'est une espèce bon, je ne dis pas que c'est pas nécessaire, dans la rue j'ai des doutes, mais enfin en tous les cas, ça enjoint l'esprit et le corps à des règles extrêmement contraignantes. Donc le besoin de dépenses est d'autant plus grand. Pour ce qu'on vient d'entendre, là je dois dire que je suis un peu surpris parce que jusqu'à nouvel ordre, le football professionnel, continue lui à se jouer. Je vois pas comment on peut expliquer du coup à des jeunes. C'était fin mai, c'était avant. C'était fin mai, bon d'accord. Avant que les matchs aient pu reprendre, les Très bien. grands matchs. Vous évoquez, vous, Mickaël Fossel, cette puissance critique de la jeunesse. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors c'était la puissance critique de l'enfance parce que justement et la jeunesse par conséquent parce que l'enfance, encore une fois, nous n'en avons l'être humain a cette particularité qu'il n'en sort jamais totalement. D'ailleurs on dit des plus âgés qu'ils retombent parfois en enfance. L'enfance, nous pouvons la convoquer parfois en tant qu'adultes dans nos expériences et j'en prends ici l'exemple du jeu JEU avec les objets sanitaires qui sont investis aujourd'hui
aujourd'hui de plus en plus, comme le masque, qui sont investis, ou le gel hydroalcoolique, qui sont investis de plus en plus de sérieux. La possibilité, pendant le confinement et encore aujourd'hui, les plaisanteries de collégiens entre adultes, si je puis dire, on a pu mettre en scène toute une série de choses, l'INSERM contre Raoult, des conflits dont au fond on ne comprenait à la fin peut-être plus toujours très bien, les questions d'épidémiologie, je me souviens en particulier de la phrase qui lui a été reprochée de la porte-parole du gouvernement à l'époque, selon laquelle les Français ne savaient pas porter de masque. À mes yeux, si vous voulez, c'est l'une des phrases les plus sensées qui a été prononcée pendant la période, parce qu'effectivement, les contraintes sont telles qu'on a du mal à les porter. On est un peu comme des enfants, si vous voulez, justement, à ne pas très bien savoir où le mettre, quand l'enlever, quand on peut l'enlever, combien de temps combien de fois faut-il le laver par semaine si c'est un masque en tissu. Et au fond, cette puissance critique de l'enfant, c'est la puissance, non pas de dire « moi je sais », ça c'est la critique libérale, « je sais mieux que vous, les États, les institutions, les médecins, ce qui est bon pour moi », c'est plutôt de dire, au fond, à un moment, on ne sait plus, et quand on ne sait plus, on applique les contraintes. Très bien, de toute façon, c'est 135 € d'amende si on ne le fait pas, donc on les applique, mais on n'est pas obligé de les prendre parfaitement au sérieux dans l'idée que ça va absolument nécessairement nous sauver la vie. Bref, on peut jouer avec les objets qui sont aujourd'hui les plus investis de sérieux. On peut en jouer en esprit, on peut en jouer dans nos conversations, on peut en jouer en dessinant sur nos masques, après tout en écrivant dessus, en les détournant un peu, plutôt que de jouer seulement le jeu sérieux de la protection de soi et de son propre corps. Voilà, et dans Libération, puisque c'est vous qui signez régulièrement des opinions, des contributions, Mickaël Fossel, vous avez consacré l'un de vos billets à la question des masques aujourd'hui, et vous dites aux militants anti-masques qu'ils ont tort sur un point, en tout cas, le masque obligatoire n'est pas le symbole de la souveraineté des États, mais bien de leur faiblesse. Un mini-mot là-dessus ? On présente généralement ceux qui n'aiment pas le masque et qui en font un objet politique. Moi, je ne suis pas un grand... Ce n'est jamais agréable de porter un masque, mais ceux qui en font un objet politique, ils voient souvent, complotisme ou pas, ils voient la marque de la souveraineté de l'État qui s'impose au sujet de manière arbitraire pour les soumettre ou les assujettir. En réalité, depuis le début, ces discours et ces mesures sur le masque sont des discours qui trahissent l'impuissance. Parce que quand on n'en avait pas, on disait que c'était pas nécessaire. Maintenant, on en a beaucoup, on explique qu'il faut absolument que c'est stratégique. Mettre, que c'est stratégique. La stratégie, c'est souvent, il n'y a pas de complot, il y a des stratégies. Les stratégies, c'est souvent le nom pour donner, qu'on donne à ce qu'on est obligé ou contraint de faire. Donc simplement, je dirais que la nécessité de porter des masques, la contrainte de porter des masques, c'est, à mon sens, dans la rue en tout cas, c'est véritablement le signe qu'il faut que l'État montre qu'il fait quelque chose. Mais il ne fait pas forcément toujours ce qu'il faut. Merci beaucoup, Mickaël Fossel. Je renvoie les auditeurs aussi vers l'un de vos précédents ouvrages, État de vigilance, critique de la banalité sécuritaire, et vers ce nouveau cahier des éditions du Seuil. Comment faire, c'est son titre pour ce numéro 2, avec des contributions nombreuses des auteurs du Seuil, dont la vôtre. Merci beaucoup à vous, Sylvain Courage, d'avoir été avec nous. Le numéro de l'Obs consacré à cette génération Covid, jeunesse sacrifiée, est toujours en kiosque jusqu'au jeudi prochain. Merci à vous. Merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Jean Bulot avec Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des idées, à Aurélien Delacroix avec Henri Leblanc pour La Grande Table culture, et l'aide précieuse de Madeleine Martineux et Anouk Delfino. Thomas Beau à la réalisation avec Alex Dang aujourd'hui. Merci messieurs. Demain, un air méditerranéen avec l'écrivain Eri De Luca et l'architecte Rudy Ricciotti.